Allez, je vous en prie. Voilà, on va pouvoir commencer. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à Ariel et à toute l'équipe pour leur fidèle soutien. Donc moi je suis le docteur Luc Jean-Jean, je suis chef de service en ophtalmologie au CHU Carrémont, également médecin chef de la clinique Aramav à Nîmes, qui est une clinique basse vision. Donc voici mes liens d'intérêt. Donc il faut savoir qu'il y a près de 2 millions de personnes malvoyantes en France, avec en ce moment une étude qui va essayer de faire le point sur l'épidémiologie, un petit peu le profil des personnes malvoyantes en France, qui est l'étude Homer, dont on est en train de d'éplucher les résultats. Il y a beaucoup, bien sûr, d'étiologies, bien évidemment en rétine pigmentaire, mais des neuropathies optiques, des AVC, des rétinopathies diabétiques, des neuropathies glaucomateuses, avec une demande forte de rééducation en basse vision, et peu de centres spécialisés pluridisciplinaires, avec de longs délais d'admission. Et avec Hospice Complète, on est assez peu nombreux en France. Donc vous savez que la déficience visuelle, c'est pas qu'un problème d'acuité, c'est également un problème de champ visuel. Et ça, souvent, les personnes voyantes ne s'imaginent pas que, en fait, même avec une bonne acuité visuelle, on peut être très gêné au niveau visuel par réduction du champ visuel périphérique ou central. On peut avoir également des troubles du champ visuel après des AVC, où là, il y a toute une moitié du champ visuel qui n'est plus vu, et on peut être très malvoyant à 10 dixièmes. Voilà, donc tout ça, ce sont des déficiences visuelles dont il faut s'occuper. Alors les conséquences de la déficience visuelle, bien sûr, elles sont nombreuses, donc psychologiques et sociales, mais surtout, nous, ce qu'on voit souvent, c'est que la mise en échec du sujet fait qu'il va y avoir un évitement de situations potentiellement à risque, de sortir dans la rue, parce qu'il peut y avoir des chocs, il peut y avoir une non-reconnaissance d'amis, et en fait ça va entraîner une auto-limitation, et cette auto-limitation va entraîner une perte de stimulation, une perte de capacité, et finalement une aggravation du handicap, d'où une baisse vraiment importante de la qualité de vie et de l'autonomie. Et je suis là pour porter le message de l'importance de la rééducation basse vision pour briser ce cercle de la baisse de la qualité de vie. Donc le réseau basse vision, pour vous, pour avoir en fait un contact basse vision d'un professionnel près de chez vous. Donc il y a le réseau des professionnels basse vision de la société francophone de basse vision qui s'appelle l'ARIBA, dont je suis le vice-président, où il y a un réseau sur Internet, un annuaire, où vous aurez forcément un professionnel impliqué en basse vision près de chez vous, que ce soit un orthoptiste, un ergo, un instructeur en locomotion, un opticien. Ce sont des professionnels impliqués en basse vision. Alors, ces professionnels exercent en libéral ou en structure spécialisée, alors surtout en hospice de jour, puisqu'en France, à ce jour, en France métropolitaine, il n'y a que 3 centres avec hospice complète, et dont la clinique Aramav. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, souvent, les ophtalmos, les médecins sont pas très au point sur la meilleure orientation pour mieux orienter les patients. Et l'ARADV a mis au point un numéro vert qui est le 0800 013 010 pour aider les patients et les professionnels à mieux orienter les patients. Parce que nous, à la clinique, on a très souvent des patients qui nous disent « mais pourquoi on ne nous a pas parlé de vous avant ?» Donc l'idée, c'est de bien communiquer ce numéro, le 0800 013 010, et récemment, il y a même une nouvelle amélioration puisqu'on peut y avoir accès en visio pour avoir un entretien avec un professionnel qui va vous indiquer effectivement le meilleur parcours pour un patient déficient visuel en fonction de sa zone géographique et de son handicap. Et actuellement, on expérimente au CHU de Nîmes en fait une application qui s'appelle l'application unique qui, grâce à une coordinatrice de parcours, va prendre en charge le patient depuis l'annonce, par exemple, d'une injection intravitréenne pour une DMLA jusqu'à la rééducation basse vision. On s'est rendu compte que finalement, au niveau technique et au niveau soins, on était très bon en France. Par contre, en termes de coordination de parcours, pour indiquer aux patients déficients visuels où aller, quoi faire, dans quel ordre, est-ce que c'est les lunettes, est-ce que c'est le téléagrandisseur, est-ce que c'est la rééducation, ça on se rend compte qu'il y a un problème d'accompagnement et c'est ce que j'ai voulu un peu améliorer avec cette application pour coordonner les parcours de nos patients. Alors la clinique Aramav, donc nous sommes situés à Nîmes, donc on est en association avec le CHU, avec à l'hôpital j'ai 2 services, j'en ai un qui est plutôt dépistage. Vraiment, on peut faire un fond d'œil, on peut contrôler sa rétine si on a un diabète, contrôler sa tension, on peut changer ses lunettes. On a le service ophtalmologie où là, on va traiter
on va avoir toutes nos surspécialités, que ce soit de la rétine génétique, de la rétine chirurgicale, de la neuro-ophtalmologie, etc. Et puis, la clinique Aramav, où là, on va prendre chez nous des patients déficients visuels. Donc, on y fait de la rééducation pluridisciplinaire basse vision avec tous les rééducateurs, donc c'est-à-dire que ce soit des ergos, des instructeurs en locomotion, des instructeurs pour l'autonomie, des orthoptistes, des éducateurs spécialisés, une psychologue, 2 assistantes sociales, des psychomotriciennes. Avec moi, j'ai 2 médecins généralistes et 2 autres ophtalmologues qui viennent m'épauler. Nous avons 20 lits d'hospitalisation et l'ARS nous a accordé une augmentation de lits récemment où maintenant nous avons 8 lits d'hospice de jour. Ces 8 lits sont dédiés à des patients qui habitent à moins d'1 heure de la clinique, puisqu'effectivement, il faut venir le matin, repartir le soir, donc ça ne peut s'adresser qu'à des patients qui habitent près de Nîmes. Alors, on y fait de la rééducation sur mesure avec des programmes adaptés. Globalement, le programme 1, ça va être plutôt pour des DMLA, avec beaucoup d'orthopsie et un peu de sens compensatoire. Les programmes 2 et 3, là, on va faire de moins en moins d'orthopsie et de plus en plus de sens compensatoire, jusqu'au programme 4, où là, il n'y a plus d'orthopsie possible. C'est pour les patients qui n'ont pas de potentiel visuel exploitable en rééducation. Et les programmes 5, c'est les programmes dédiés aux rétinites pigmentaires et aux neuropathies glaucomateuses, c'est-à-dire des patients qui vont avoir une restriction du champ visuel périphérique avec finalement une bonne vision centrale préservée. Donc ça, ce programme 5 est dédié essentiellement à ces types de patients. Et nous avons 2 programmes spéciaux, donc les syndromes de Usher, donc la surdicécité. Donc vous imaginez la difficulté de rééducation en basse vision dans ce contexte. Également les neurovisuels. Là, c'est vraiment le cerveau qui n'arrive plus à voir, à interpréter ce qu'on voit les yeux. Et puis nous avons des options, braille, informatique ou psychomotricité. La durée de nos séjours, c'est entre 2 mois pour voilà, programme 1, programme assez simple, un programme DMLA, jusqu'à 6 mois pour les programmes P4, où là, c'est plus long évidemment, puisqu'il y a beaucoup de sens compensatoires, avec beaucoup de locomotion, beaucoup d'ergo, donc ça peut durer jusqu'à 6 mois de rééducation. Alors les indications, pour venir chez nous, il faut une atteinte bilatérale de la vision chez un patient adulte. On ne prend ici que des patients au-delà de 18 ans, bien sûr en état de cécité illégale, mais également dès que l'acuité est inférieure à 4/10, dès que l'atteinte périphérique et vous avez un champ visuel, une restriction du champ visuel inférieur à 30 degrés. Vous pouvez avoir aussi en post-AVC, que ce soit une hémianopsie latérale homonie par exemple. On peut recevoir également des patients en état de surdicécité, nous avons des professionnels formés pour ça. Également les troubles neurovisuels, que ce soit les Alzheimer visuels ou en post-AVC. Alors le parcours patient, comment ça se passe? Le patient peut nous contacter directement ou l'ophtalmo peut nous envoyer un courrier ou le médecin généraliste ou le rééducateur où on va avoir uniquement les coordonnées du patient. Une fois qu'on a les coordonnées, on envoie le dossier. Donc le patient va remplir son dossier, va nous expliquer un petit peu sa pathologie, son acuité, ses difficultés dans la vie quotidienne. Je vais recevoir les dossiers, on va sélectionner. Logiquement, si le dossier arrive complet, on voit quasiment tous les dossiers physiquement, puisque le patient va être contacté pour faire une journée chez nous, un hospice de jour, où là, il va être évalué sur une journée. C'est-à-dire que dès le matin jusqu'à en fin d'après-midi, il va avoir l'orthoptiste, l'assistante sociale, l'infirmière, le médecin généraliste, il va avoir un examen ophtalmo, et à la fin de la journée, on va prescrire un programme sur mesure, donc que ça soit un P1, P3 ou P5 avec les options, la durée et est-ce que c'est en complet ou un hospice de jour. Il faut savoir que grâce à l'ouverture des hospices de jour, on a nettement réduit les délais en fait d'admission puisque globalement entre le courrier d'adressage et le bilan d'hospice de jour, on est en ce moment à peu près à 11-12 mois d'attente et après c'est beaucoup plus rapide alors qu'on avait la réputation pour avoir 2 ans et demi, 3 ans d'attente, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc à la fin de la journée d'hospice de jour, le patient rentre chez lui avec sa prescription. Donc on a dit ben voilà, on a prescrit, vous êtes éligible et quelques semaines, quelques mois plus tard, le patient revient pour l'hospitalisation elle-même et là le séjour va se décomposer en 3 parties, un bilan complet de 15 jours où on va évaluer finement le patient. Une deuxième phase de rééducation basse vision, où on va travailler les stratégies visuelles, la coordination entre l'œil et la main, on va travailler le tactile, les techniques de calme si besoin. Et la dernière phase, c'est ce qu'il y a de plus intéressant finalement, c'est la phase de réadaptation, où là on va travailler les activités de vie quotidienne, aller retirer des billets sur un DAB par exemple, préparer, prendre ses repas, prendre des transports en commun. Et à la fin du séjour, si les objectifs sont atteints, on
on donne un feu vert pour la sortie du patient. Donc, la clinique a été rénovée récemment et on a notamment refait le salon d'hospice de jour puisque maintenant nous accueillons 8 patients où les patients peuvent venir se reposer entre 2 séances. On a également nos casques de réalité virtuelle dont je vais vous parler juste après. Au départ, il faut savoir que la rééducation basse vision pour la cécité totale, c'était vraiment, même à tel point, on aveuglisait certains patients pour n'utiliser que l'essence compensatoire. C'était sous bandeau. Et puis avec la DMLA, l'idée c'est qu'il y a un nouveau paradigme de rééducation qui est arrivé et la basse vision actuellement en France, c'est vraiment, on utilise au maximum les possibilités visuelles du patient, même s'il reste un tout petit champ visuel, on va essayer de l'exploiter au maximum en rééducation. Donc nos thématiques, comme je vous en ai parlé, les patients sourds aveugles, que ce soit les syndromes de Usher ou les neurofibromatoses de type 2, beaucoup de patients avec atteinte neuro-ophtalmologique, que ce soit donc des neuropathies de Leber, des neuropathies optiques ischémiques, etc. On reçoit aussi beaucoup de rétine pigmentaire en lien avec Maolia et le service du professeur Meunier. Et également, on cherche à créer de nouveaux outils de rééducation basse vision pour pouvoir faire bénéficier à nos patients d'abord de nouveaux outils et également au-delà de la clinique pour que tous les orthoptistes et ergots ou professionnels en basse vision puissent utiliser nos solutions. Et puis, on s'est rendu compte que les aidants, souvent, n'arrivaient pas à se mettre à la place, je dirais, du patient. Et beaucoup de patients, notamment en rétine pigmentaire, m'ont dit, mais finalement, mon entourage ne comprend pas vraiment exactement comment je le vois. Et on a développé, effectivement, dès 2019, une simulation de rétine pigmentaire en réalité virtuelle où, lors d'une journée de liaison, les aidants, les collègues peuvent venir visiter, voir les progrès du patient. Et lors de cette journée, on fait faire un parcours en réalité virtuelle aux aidants avec leur vision. Et puis j'active le mode basse vision. Et effectivement, souvent, ça donne des réactions assez stupéfaites des aidants de voir, ah ben, je ne savais pas que c'était à ce point. Donc ça, c'est un projet qui a actuellement en cours à la clinique. Et puis également, on a voulu développer donc les jeux sérieux. Pourquoi les jeux sérieux en rééducation basse vision? Parce que le jeu, va se baser sur le circuit de la récompense pour une meilleure adhésion au programme de rééducation et rendre les séances plus attractives et plus efficaces. Donc on avait travaillé, ça c'était le tout premier jeu avec une école informatique où l'idée c'était d'aller explorer l'environnement. Et également, on est sur également une thématique de tester des jeux qui ne sont pas développés à la clinique, mais qui peuvent être labellisés parce que ça a été validé par le patient qui quitte sa casquette de patient et devient en fait un expert en basse vision qui va nous faire un retour de nous dire si ça c'est pertinent ou pas. Et puis, on a voulu développer la réalité virtuelle. Donc, depuis des années, on sait qu'il y a des simulateurs médicaux, des simulateurs chirurgicaux. Vous pouvez opérer une cataracte en réalité virtuelle. Il y a également la robotique virtuelle où le chirurgien est dans une ville et le patient dans une autre ville. Si vous avez peur des araignées, des serpents, si vous avez le vertige ou la peur de prendre l'avion, il y a des traitements des phobies également en réalité virtuelle. Et également le traitement du stress post-traumatique. Ça, c'est le syndrome Rambo où le soldat revient de zone de guerre, il n'est pas blessé physiquement, mais il n'est plus adapté à la vie civile. Et donc, il y a, par l'immersion que permet la réalité virtuelle, il y a des programmes de réinsertion. Donc, pourquoi la basse vision et la réalité virtuelle? On s'est posé la question de savoir est-ce que déjà c'était adapté aux patients déficients visuels. Et là, grâce à vous, grâce à l'IRRP, nous avons pu développer le projet Virare, qui est un long projet qui est actuellement mature, puisque nous allons publier l'article qui va synthétiser les résultats de nos travaux qu'on a développés à la clinique Aramav avec votre soutien. Donc c'était en fait une cuisine thérapeutique où tout est absolument interactif, où le patient, même avec une toute petite vision, peut se déplacer parce que c'est très contrasté, parce que l'environnement est très doux, et on voulait tester la tolérance d'un patient déficient visuel à la réalité virtuelle. Donc voici un de nos 30 patients qui porte le casque et on va lui faire des tâches de vie quotidienne dans la cuisine. Et donc là, vous allez voir ici, je pense que vous devez voir la vidéo chez vous. Donc vous avez ici, voilà, on va prendre l'éponge et on va demander au patient de faire diverses activités
Alors, vous voyez que tout est très, très bien contrasté, que le patient va voir ses mains en surimpression. Ouais, ses mains, on va lui demander de récupérer certains objets. Donc là, c'était un exercice de lecture. Et ça nous permet en fait de voir comment le patient se déplace avec sa vision et son champ visuel. Donc l'étude Virare, on a pu inclure 30 patients. Il y a 3 groupes de patients, une atteinte centrale DMLA, une atteinte périphérique rétinite pigmentaire et puis une atteinte plus globale. Et on a vu que les effets secondaires étaient extrêmement limités. À chaque fois, c'était des légers effets secondaires, parfois un léger éblouissement, quelques vertiges, mais il n'y a pas eu d'interruption de séance et la séance a été appréciée à plus de 90% des patients. Il faut savoir qu'on a eu les scores les plus bas qui étaient quand même de 80% chez des patients avec un déficit périphérique en déambulation parce que là, ils étaient un peu plus gênés lors du déplacement. Et alors, ce qui était très intéressant, c'est qu'on a pu faire des différences significatives entre les différents groupes de patients. Globalement, plus le patient voyait mal, moins bien il se débrouillait en réalité virtuelle, ce qui semble prouver qu'on peut évaluer des patients grâce à notre outil. Donc l'étude Virare 1, c'est que la VR, la réalité virtuelle, est tout à fait adaptée aux patients déficients visuels, même avec une toute petite vision. Attention aux douleurs cervicales préexistantes, parce que le casque pèse un petit peu, donc il faut bien informer le patient avant la séance. Et très clairement, je pense que si le patient est assis, surtout s'il ne se déplace pas, la VR est vraiment pas très très large d'utilisation. Il faut faire attention que le patient déficient visuel a une telle adhésion à ce qu'il voit dans le casque qu'on a eu l'amorce d'une chute d'un patient qui voulait s'appuyer sur l'îlot central tellement pour lui c'était réel. Et je pense que c'est une technologie extrêmement prometteuse pour l'évaluation des patients déficients visuels lors d'études multicentriques et notamment sur les nouvelles thérapies pour les rétines pigmentaires, puisqu'en fait les conditions là sont parfaitement sécuritaires, elles sont parfaitement reproductibles d'un site à l'autre et totalement paramétrables. Donc ça pourra nous donner des différences de performance entre avant et après un traitement. Et donc là, on est en train de préparer Virare 2, où on va intégrer en fait la réalité virtuelle en basse vision au sein de la clinique. C'est déjà le cas et on veut prouver l'importance et l'intérêt d'utiliser cette réalité virtuelle. Donc, on prépare des parcours extérieurs pour traverser des passages piétons, longer des trottoirs, préparer les patients finalement à des activités externes. Et puis, je terminerai cette séance de nouvelles technologies avec le futur. C'est ce qu'on travaille également, c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. Par rapport à la réalité virtuelle, l'environnement est filmé, donc c'est un véritable environnement, et on ne fait apparaître que de nouveaux objets. Donc là, l'idée, c'est de travailler en orthopsie notamment, et ça, c'est très intéressant, vision intermédiaire et vision de loin, ce qui habituellement n'est pas faisable en rééducation basse vision classique. Et ça nous permet, en fait, on a développé 14 petits modules de rééducation basse vision, où en fait, l'idée, c'est faire du repérage. Donc là, vous voyez ce que vous voyez, c'est mon bureau à la clinique. Et on va avoir des ballons qui vont apparaître, qu'on a fait plus ou moins gros, plus ou moins. Ça nous permet de travailler avec des patients très déficients visuels et des patients plus performants. On peut modifier le niveau de difficulté. Ça permet de travailler le repérage, les poursuites, la coordination entre l'œil et la main, et effectivement de manière assez ludique. Et nos patients sont assez ravis de ce type de séance. Donc là, voilà, il y avait un autre exemple où là, c'est un autre niveau où là, vous avez des cibles et on doit cibler ces cibles avec la flèche. Voilà, il y a des niveaux de difficulté plus ou moins importants. Et là, pour vous montrer, c'était un patient qui avait une restriction majeure du champ visuel, donc vraiment un patient à 5 degrés de champ visuel qui n'avait plus joué au ballon depuis des années. On lui a fait tester le casque et tout de suite, il s'est emparé de l'objet et on voit qu'il va faire du repérage et de la coordination entre l'œil et la main. Donc, la réalité virtuelle, c'est tout à fait utilisable et, à mon sens, très positif chez nos patients. Et la dernière application qu'on va avoir, c'est la téléportation, où en fait, on met le casque de réalité virtuelle et on va transposer le patient à n'importe quel endroit de la planète. Et l'idée, ce serait de travailler des trajets. Par exemple, si le patient vient de Strasbourg, depuis son domicile jusqu'à la boulangerie, par exemple, ou ailleurs, d'essayer de travailler des trajets en amont pour aller après préparer le retour à domicile.
On travaille également avec une société qui s'appelle Virtualis, qui utilise des plateformes, là, qui nous semblent également très intéressantes pour la rééducation des patients déficients visuels. Et tout ça, vous allez me dire, mais bon, c'est bien joli, mais comment vous prouvez que c'est utile? Et l'idée, c'est qu'on a développé un bilan de qualité de vie qu'on va pouvoir tester avant et après l'utilisation de la réalité virtuelle. C'est un bilan de qualité de vie qu'on doit proposer aux patients déficients visuels avant et après la rééducation, pour voir un petit peu les progrès entre avant et après la rééducation bien conduite et cibler une rééducation sur mesure. Donc, c'est le questionnaire Trestan-Taramab, qui est un questionnaire de bilan de qualité de vie chez le sujet déficient visuel. Et nos perspectives, bah, c'est d'adapter le bilan chez l'enfant et l'adolescent, parce que pour l'instant, il n'est validé que chez l'adulte, de poursuivre les tests de validation, de labellisation par nos patients experts, qui nous font un retour sur des solutions plus ou moins adaptées aux patients déficients visuels. On est en train de construire une salle de repérage sonore pour essayer de vraiment optimiser l'audition chez nos patients déficients visuels, pour localiser des sources sonores fixes ou mobiles. On vient d'intégrer le Rehab Lab, qui est en fait un ensemble de structures de rééducation qui étudie l'intérêt de l'impression 3D en rééducation. Et également, l'enjeu des prochaines années, c'est de prouver que la réalité virtuelle, pour les études multicentriques, pourrait être un outil de critère d'évaluation pour tester de nouvelles molécules, de thérapies géniques, de cellules souches, pour voir comment un patient est avant et après traitement. Et enfin, il y a un vrai sujet, par contre, là, financier, puisque actuellement, les cliniques de rééducation basse vision, les centres de rééducation basse vision sont considérés comme polyvalents. Et donc, on risque de perdre du financement dans les années qui viennent. Donc, l'enjeu, c'est de bien se structurer pour qu'on puisse avoir un label basse vision ou déficience sensorielle, afin de ne pas perdre de financement. Et pour terminer, je dirais, c'est une citation de Paul Cézanne qui résume un petit peu ce qu'on fait à la clinique, puisque nous sommes vraiment, on travaille sur l'œil et le cerveau. Donc, dans le peintre, il y a deux choses, l'œil et le cerveau, tous deux doivent s'entraider. Il faut travailler à leur développement mutuel, à l'œil par la vision sur nature et au cerveau par la logique des sensations organisées qui donnent les moyens d'expression. Et je vous remercie pour votre attention. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Des questions sur les centres de réadaptation La prise en charge financière, les questions? Oui, c'est pris en charge par la sécurité sociale, ces hospitalisations. Absolument, hein, donc tout est pris en charge. Il y a l'admission, donc même les trajets sont pris en charge pour venir à la clinique, pour évidemment lors de la sortie. Ce qui n'est pas pris en charge, ce sont les allers-retours durant l'hospitalisation. Sinon, bien évidemment, la rééducation elle-même est remboursée par la sécurité sociale. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on va... Ah si, une question, attendez. Merci. Juste une question sur l'utilisation de la réalité augmentée. Ah, j'ai pas eu la fin de la question. J'ai plus de micro. Ah, ça y est. Ah, ouais. Concernant l'utilisation de la réalité augmentée dans la rééducation des patients, notamment où vous évoquiez le déplacement en milieu ouvert, est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir un retour haptique, parce qu'on connaît l'intérêt de sensation du patient, notamment au niveau kinesthésique, au niveau de l'écolocation, tout ça. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prises en compte dans la réalité augmentée? Alors, nous, pour l'instant, on travaille sur la réalité augmentée. Là, c'est vraiment dans une salle de rééducation. Pour l'instant, on ne travaille pas avec le Vision Pro où on voit le patient qui se déplace, où effectivement, on va avoir des possibilités de ce style-là. Par contre, au niveau haptique, seul, on va tester la fameuse ceinture ARTA, qui a eu le concours Lépine, qui a gagné le premier prix. Donc ça, je pense que vous en avez parlé aujourd'hui, je ne sais pas. Non.
Mais en tout cas, c'est... Allô? Oui. Voilà, donc on va tester cette ceinture dans les semaines qui viennent. L'idée, effectivement, c'est d'avoir le retour avec une caméra qui va filmer et qui va imprimer avec des petits picots dans une ceinture lombaire les éventuels obstacles autour de vous. Voilà, donc ça, c'était la partie. Et la deuxième partie, c'est qu'il y a des gants haptiques qui sont accessibles. Pour l'instant, on ne les teste pas à la clinique. D'accord. Et au niveau audition, il n'y a pas d'éléments qui sont considérés? Au niveau audition, vous voulez dire en réalité virtuelle? Oui. Oui, oui. Alors, le son est spatialisé, par contre. Hein. Là, le son est spatialisé en réalité virtuelle. On veut aussi construire une salle, donc avec, comme j'en parlais tout à l'heure, une salle sonore avec des haut-parleurs physiques, voilà, pour améliorer la précision, parce que même si on fait du son spatialisé, ce sera jamais aussi précis que des haut-parleurs bien placés dans une pièce. Voilà. Donc, en fait, on travaille sur les deux modalités, le son spatialisé en réalité virtuelle et réalité augmentée, et une salle sonore avec des haut-parleurs où là, on n'a pas besoin de casque, où vraiment, on va travailler finement la localisation sonore. D'accord. Merci.